Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce débriefing du Grand Prix des États-Unis. Voilà, ça vient de se terminer, avec quelques minutes à peine évidemment, avec une nouvelle victoire cette saison pour Max Verstappen et ça continue cette superbe bataille qu'il nous livre avec Lewis Hamilton, 1 seconde 3 seulement d'écart à l'arrivée entre les deux pilotes. Sergio Perez troisième donc de ce Grand Prix des États-Unis à Austin. Vraiment une très jolie course, stratégique dirons-nous, parce que voilà, c'est sûr qu'il n'y avait pas forcément le plus de batailles en piste, hein, si on est tout à fait honnête, c'était pas forcément extraordinairement serré en piste en tant que tel, mais par contre, eh bien, c'était très intéressant d'un point de vue tactique à suivre cette épreuve. Cette manche du championnat du monde de Formule 1 que vous avez pu suivre en clair aussi, on rappelle, hein, ça fait plaisir évidemment, ça a permis à pas mal de monde, je pense, de voir tout ce qu'il en est de la Formule 1 en clair, en direct à la télévision française, ça fait quand même plaisir bien sûr. Si vous découvrez ces débriefings que ce soit en direct sur Twitch ou un petit peu plus tard sur YouTube, eh bien comme d'habitude, je vous fais les courses des 20 pilotes engagés dans ce Grand Prix. Alors là par contre, bon, il est un peu tard, je suis pas en grande forme, donc on va pas forcément faire une analyse détaillée de la course de tous les pilotes, mais on va au moins s'intéresser aux deux premiers et au top 2, bien sûr, avec honneur au vainqueur du jour, Max Verstappen, qui continue de mener le championnat du monde. On en parlera tout à l'heure, évidemment, de ce championnat du monde, mais voilà, victoire depuis la pole position pour Verstappen. Alors, c'était une course quand même très très bien gérée de la part de Verstappen et de la part de Red Bull. Il y a quand même le mauvais départ, ça on peut pas l'enlever. Il y a un départ qui est pas extraordinaire. Alors aussi, il n'est pas tout à fait aidé par le fait qu'à Austin, évidemment, le poleman est à l'extérieur du premier virage, comme c'est le cas très régulièrement, mais comme c'est une épingle ce premier virage, c'est assez compliqué du coup pour vraiment pouvoir se défendre. Donc il prend pas un super départ, il pousse quand même Hamilton au plus possible, il le tasse plutôt, devrais-je dire, plutôt qu'il le pousse, il le tasse le plus possible. C'était quand même c'était intense, viril mais correct comme on dit. Et puis il se retrouve deuxième à la sortie des premiers virages. Bien ce Grand Prix, chaque est grand. Alors mais chaque sur le podium, je peux vous dire que ça m'a choqué aussi. Hein. Très clairement, on rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu, Shaquille O'Neal était donc sur le podium aux côtés des trois premiers. Il était quasiment aussi grand que Max Verstappen qui était sur la première marche du podium et il était plus grand que Lewis Hamilton qui était sur la deuxième marche. Donc autant vous dire que le monsieur est très grand, mais il avait déjà porté par un bout de bras, à un bras, Nick Heidfeld au-dessus de sa tête. C'était au Grand Prix d'Allemagne en 2001, je veux dire, si je dis pas de bêtises, chez Sauber. Donc il a ses capacités, très clairement, chez O'Neal, qui aime bien le sport auto et qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Mais du coup, Verstappen se retrouve deuxième, et là, je trouve que c'est vraiment sympathique. Pour lui, il a géré ce premier relais, et la stratégie Red Bull a parfaitement fonctionné. Moi, je suis un petit peu surpris de voir qu'il y avait 3 tours d'écart au début, aux premiers arrêts des deux pilotes. Parce qu'on le savait, à partir du moment où Pirelli vous dit que la stratégie de base, c'est une stratégie à 2 arrêts, faut vous méfier, faut vous dire que l'usure des pneumatiques est énorme. Et elle l'était effectivement, on rappelle qu'il faisait quand même 29 degrés dans l'air, donc une quarantaine de degrés sur la piste au minimum, ici à Austin. Il faisait chaud, les pneus étaient forcément soumis aussi à rude épreuve, parce qu'il faisait chaud, l'asphalte est abrasif, l'asphalte est bosselé, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui faisaient que les pneus allaient s'user tout le week-end. Du coup, Verstappen est le premier à s'arrêter, je comprends tout à fait, et on attend 3 tours pour faire arrêter Hamilton. Ça, je comprends pas trop. Alors, c'est chouette aussi, on a eu Verstappen qui disait à la radio, faites en sorte que Perez puisse empêcher Hamilton d'aller très loin dans son relais, parce qu'effectivement, si Perez était resté en piste, peut-être qu'Hamilton serait resté aussi, alors que là, on fait rentrer Perez 2 tours après, ça fait qu'Hamilton s'arrête aussi pour éviter de se faire sauter par les deux Red Bull. C'était malin, et ça fait plaisir, en fait, surtout, de voir que Verstappen implique Perez, et surtout que Perez a réussi à s'impliquer ce week-end. J'en parlerai tout à l'heure de son beau week-end à Sergio Perez. Mais du coup, Verstappen fait un undercut absolument parfait. Et puis du coup, deuxième arrêt, il le fait au 29e tour. Là, c'est un petit peu plus osé, parce que clairement, 29e tour, il fallait en faire 27 avec le même train de pneumatiques. Ça, c'était un petit peu plus compliqué, mais il a réussi à le faire, et de fort belle manière. Max Verstappen, salut Virgilo dans le chat, merci d'être là, c'est la première fois que tu mets un message, donc merci beaucoup d'être présent. Du coup, là, il fallait quand même gérer cette fin de course, et je pense qu'il l'a très bien fait, parce que c'est vrai qu'Hamilton est bien revenu, et je vais mêler maintenant évidemment Hamilton à ce débrief. Hamilton est bien revenu dans le dernier relais, mais je pense que Verstappen devait en garder un petit peu sous la pédale, il devait gérer, il a fait le meilleur temps dans le premier secteur, aussi dans les 2 derniers tours, donc ça prouvait quand même qu'il pouvait encore aller faire quelque chose dans ce secteur qui est
très complexe quand vous avez des pneus comme ça très usés. Toutes les chicanes, c'est pas facile de bien les maîtriser. Donc très belle victoire, très jolie victoire de Max Verstappen aujourd'hui, qui donc mène maintenant le championnat avec 287 points et demi. Lewis Hamilton est à 275 points et demi, donc il y a 12 points d'écart maintenant entre les deux leaders du championnat du monde. C'est toujours pas fait évidemment puisqu'il reste 5 courses, mais c'est bien pour Verstappen. Et surtout, on parlait beaucoup d'un circuit Mercedes. Et ben franchement, ça va pas marcher. Du coup, ce week-end, c'est la victoire pour Verstappen. On a été de bisote également. Tiens, salut les amis, venez, installez-vous tranquillement. C'est le débrief After Dark, clairement 23h10. Ça fait bien plaisir. Lewis Hamilton deuxième, très beau départ, ça faut le dire. Vraiment superbe départ. Il a pris la bonne impulsion. Il a été audacieux. Il a pris la tangente. Il a pris la tête du Grand Prix. Et après, le problème, c'est que vraiment, il a subi cette stratégie de Mercedes. Alors, comme je vous le dis, dans le dernier relais, c'est normal. Il devait tenter ça. Il devait véritablement tenter le coup du « on va faire un deuxième relais plus long et on va jouer sur la fin de course, sur essayer de revenir ». Surtout que la Mercedes a une très bonne vitesse de pointe, donc quand vous êtes en Mercedes, vous savez que vous pouvez tenter de dépasser, au moins. Vous pouvez avoir une chance de doubler et de prendre la tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Maintenant, moi, c'est toujours ce premier relais, je ne comprends pas ces 3 tours d'écart alors qu'on savait que l'undercut allait être très puissant sur ce circuit. C'est pas forcément là que la course se perd parce que ça se termine à 1 seconde 3, le dernier relais a été bien amené, mais c'est vrai que si on avait arrêté 1 ou 2 tours plus tôt, peut-être quand même qu'il y aurait moins eu d'écart et qu'il aurait pu tenter des choses dans les derniers tours. La remontée, le retour en fin de course est très beau évidemment. Maintenant, il faut quand même le signaler, Lewis Hamilton, il fait pas des super tours en qualif hier. Il y avait peut-être encore quelques petites choses à l'extraire dans ces tours-là. Et aujourd'hui, c'est au moment où il revient quasiment dans le DRS de Verstappen à 2 tours de la fin, à l'épingle après le secteur 1, donc après tous les S, à cette épingle-là, il fait une grosse faute. Il va complètement en large, il perd 4 dixièmes sur Verstappen à cet endroit-là. C'est peut-être là que le Grand Prix se joue, parce que s'il prend le virage correctement, il ressort à 1 seconde 1, 1 seconde 2 maximum de Verstappen, il reprend un petit peu à ligne droite parce qu'il a un peu d'aspiration, il a la voiture qui est la plus rapide en ligne droite, il peut se mettre en dessous de la seconde, prendre le DRS. En plus, on rappelle que Verstappen profite du DRS suite au dépassement de Mick Schumacher, aussi à l'entame du dernier tour. Donc là, Hamilton, c'est dommage parce qu'il pourrait avoir des regrets en se disant, tiens, cette erreur me coûte pas forcément la victoire, parce qu'entre rattraper Verstappen, l'attaquer et le dépasser, c'est pas toujours la même chose, mais cette erreur lui a coûté l'opportunité de tenter, au moins dans le dernier tour, et ça c'est un petit peu dommage pour Lewis Hamilton. Maintenant voilà, il va falloir aller chercher très clairement la suite, 12 points, il va falloir espérer quand même que cette Mercedes fonctionne bien sur les circuits à venir. Maintenant, ce que ce Grand Prix des États-Unis à Austin nous a vraiment prouvé, c'est que c'en est terminé, je pense, réellement des circuits Mercedes, des circuits Red Bull. On rappelle, Lewis Hamilton était invaincu en qualification à Austin depuis 2014, si je dis pas de bêtises. Et puis là, du coup, c'est plus le cas. Donc, il n'y a plus de circuit. Je pense que les deux voitures, maintenant, vont être adaptées à chaque circuit, tout simplement parce que, on a 2 pilotes qui sont au sommet de leur art et 2 équipes qui connaissent maintenant parfaitement ces voitures, qui arrivent à extraire le maximum de chaque voiture à chaque moment. Et donc forcément, on va beaucoup s'amuser, je pense, sur cette fin de saison. Ça va être un superbe duel. Rien qu'à voir le fait que les deux terminent avec 42 secondes d'avance sur Sergio Pérez, ils ont évolué dans leur propre atmosphère aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'on veut d'un duel pour le titre entre 2 pilotes, et ça devrait nous tenir en haleine jusqu'à Abu Dhabi. On le souhaite, en tout cas on l'espère. Tout ce qu'on n'aimerait pas voir, évidemment, c'est une casse moteur, un souci mécanique, un contact, quelque chose qui fasse que le championnat soit joué avant. On va pas se le cacher, si on a un champion du monde à Jeddah en Arabie Saoudite, on sera particulièrement déçus. Donc voilà, mais il faut continuer de se battre, et il va falloir, je pense, chez Hamilton et chez Mercedes, commencer à quand même repenser la tactique, parce que les stratégies, ça fait plusieurs fois qu'on le dit quand même depuis pas mal de Grands Prix maintenant, il y a toujours ce sentiment où Mercedes subit en fait. Et là, ils ont subi dans le premier relais, ils ont essayer de reprendre la main avec cette stratégie décalée en fin de course. Ça a failli fonctionner, mais il y a quand même ce début de course où il y a 3 tours d'écart entre les premiers arrêts, c'est beaucoup trop. Et là, vraiment, c'était pas assez, comme le dit Tommy, comme soit tu t'arrêtes de suite pour casser l'undercut, soit tu allonges vraiment le relais et tu te mets sur une stratégie totalement différente, mais le coup de 3 tours, c'est un entre-deux qui était vraiment pas bon du tout. Sergio Pérez 3ème. Alors, oui, le fait, le résultat brut n'est pas bon. Il termine à 42 secondes de son équipier Max Verstappen. Ça n'est pas bon, évidemment. Maintenant, je vais quand même être sympathique avec lui. Il fait le travail.
Il fait complètement le travail. Perez, il se qualifie 4ème, il part 3ème. Il est 3ème tout le long du premier relais et du début de la course. Donc franchement, voilà. Perez fait quand même une course au moins correcte, et on l'a dit toujours, ça c'est très important, il fallait qu'il fasse des bonnes qualifs. Les qualifs sont une catastrophe pour lui depuis 5-6 courses, et ben là il s'est qualifié dans le top 4, il s'est qualifié à la place où il devait être, et donc ça a permis à Red Bull aussi de pouvoir un petit peu jouer avec Hamilton, de pouvoir utiliser Perez pour jouer avec Hamilton au niveau des stratégies, donc il fait ce qu'il faut. Après voilà, il s'est pris quand même une valise sur la deuxième moitié de l'épreuve. C'était pas non plus simple pour lui parce qu'il n'avait pas, d'ailleurs, moi je vais boire un petit coup. Ça, il pouvait pas le faire. Il pouvait pas le faire, Sergio Perez, aujourd'hui, malheureusement, parce que du coup, il avait un souci avec eh bien, le réservoir d'eau dans sa voiture, et il ne pouvait pas boire, donc c'était quand même très compliqué, surtout que c'était dans des conditions très chaudes, sur un circuit physique. Mais au moins, voilà, il finit 3ème, et c'est toujours ce petit côté quand même rassurant chez Red Bull. Il est qu'à 2 dixièmes de Verstappen hier, hein, donc Verstappen qui fait un très bon tour pour la pole, donc voilà, il revient à un niveau quand même qui est correct. Il va aller au Mexique, et là, je peux vous dire qu'au Mexique, ça va être de la folie furieuse. C'est dans 2 semaines, le Grand Prix du Mexique, on le rappelle. Il est à domicile avec une voiture qui potentiellement peut gagner, même si on sait que voilà, il gagnera si Verstappen ne termine pas le Grand Prix ou le termine loin, évidemment, s'il est en tête. Mais ça va être dingue. Ça va être absolument dingue. Quand vous voyez déjà l'ambiance de folie qu'il y avait ici à Austin, pour Sergio Perez, imaginez au Mexique. Alors on me dit, voilà, Red Bull pourrit la course de Perez. Oui, alors oui, effectivement, on va pas tirer profit de sa capacité à utiliser les pneus et à les faire durer. Après, à partir du moment où tu avais 2 arrêts à faire, enfin, je pense que c'était vraiment pas forcément la bonne chose à faire ici, d'essayer de faire quelque chose avec une stratégie, avec un long relais ou quoi. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on lui met des médiums au premier arrêt et pas des durs comme tout le monde. Mais voilà, au moins, ils ont fait, voilà, ça a forcé Hamilton à rentrer, comme le dit Bryce Tiger. C'est important, c'est important. C'est à ça qu'ils doivent servir. C'est clairement à ça qu'ils doivent servir, Sergio Perez. Charles Leclerc termine 4ème. Bah, encore une fois, largement le meilleur des autres. Charles Leclerc, voilà, hein, il a été impeccable. Très bonne gestion des gommes aussi sur le deuxième relais. Superbe. Encore une fois, superbe. Hein. Véritablement, voilà, c'est un pilote extraordinaire, Charles Leclerc, on n'arrête pas de le dire, et il a fait un très joli week-end avec sa Ferrari. Daniel Ricciardo termine 5ème, ça c'est très positif aussi. Enfin, Ricciardo a fait un week-end plein, un week-end solide. On l'attendait un petit peu ce week-end. Il se qualifie devant Norris, c'est pas arrivé très souvent cette saison. Et il était devant aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ça fait très clairement plaisir de revoir Daniel Ricciardo un petit peu au niveau. Est-ce que maintenant Zak Brown ne devrait pas amener la NASCAR de Dale Earnhardt à toutes les courses? Peut-être que c'est ce qui l'a motivé ce week-end, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, qui est très plaisant de voir Daniel Ricciardo avoir eu un rythme ce week-end. Il termine 5ème et il marque 2 gros points. Bottas 6ème, écoutez, j'ai un petit peu badiné, comme on dit sur Twitter, en indiquant à un moment donné que la FIA avait fait plus de dépassements que Valtteri Bottas, parce que la FIA avait demandé à peu près 15 pilotes de laisser des places. Bah, je suis un petit peu désolé de dire que oui, il remonte à la fin, Bottas, mais enfin bon, il passe Sainz, il a passé dessous là. Il part 9, il finit 6, quoi, avec une Mercedes, et avec Gasly qui abandonne. Donc, moi je suis désolé, c'est encore pas un super Grand Prix de Valtteri Bottas. C'est le yo-yo. Il fait vraiment le yo-yo depuis quelques temps, Bottas, et encore que voilà, le yo-yo en lui-même, bon. C'était où déjà le Grand Prix précédent? C'était à la Turquie, la Turquie la gagne. C'est ça, donc oui, il fait yo-yo. C'est-à-dire que Russie était nulle part. Bon, Italie fait un très bon week-end après l'annonce de son contrat chez Alpha. Russie, bon, bah voilà, il est un peu nulle part, mais il sort des eaux avec la pluie en fin de course. Turquie, il gagne et il fait un super week-end. Et puis là, il se retrouve derrière parce qu'il a une pénalité et il ne sait rien faire en trafic comme d'habitude. Mais c'est honteux en fait à ce rythme-là quand même. C'est pas possible, si vous voulez. C'est pas faisable. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est la fin de saison un petit peu en roue libre, puisqu'il sait que l'année prochaine, il va chez Alfa Romeo. Carlos Sainz 7ème. Il y a eu des belles bagarres encore aussi, hein, avec Norris aussi qui fait 8. Il y a eu des belles batailles. Bon, là, on a senti que les deux étaient un petit cran en dessous. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais au moins ils marquent quand même des points et c'est important. Ils vont chercher des points pour leur équipe respective.
Ça fait 6 points pour Ferrari en plus, 4 points pour McLaren en plus. Sur le Grand Prix, quand même, c'est Ferrari qui marque le plus de points, et ça, pour la bagarre, pour la 3ème place du championnat du monde des constructeurs, c'est très important. Il n'y a plus que 3 points et demi maintenant d'écart entre McLaren et Ferrari à l'avantage de l'équipe de Woking. Donc, non, ça reste très, très, très sympa à suivre, évidemment, cette bataille, et ça va être aussi jusqu'à la fin de la saison. Mais là, au moins, contrairement à l'an dernier, où on avait la bataille pour la 3ème place des constructeurs, qui était le seul intérêt de la fin de saison, là, on a quand même la bataille pour le titre. Donc, oui, alors c'est vrai que Sainz, voilà, il y a l'arrêt manqué aussi qui ne l'a pas aidé, bien sûr, mais bon, c'est pas. Voilà, c'était un Grand Prix solide quand même des deux. Enfin, ils ont fait le travail sans être étincelants. Et encore une fois, Lando Norris, il est étincelant depuis le début de la saison. On peut pas lui demander d'être étincelant à chaque Grand Prix. Et Sainz fait une belle première saison chez Ferrari. Donc voilà, c'est pas mauvais, loin de là. Pardonnez-moi, Yuki Tsunoda 9ème. Eh ben ça, Yuki Tsunoda, très franchement, eh ben, course intéressante. C'est ce que j'ai noté, course intéressante. Il était bon, il a respiré la confiance en fait. Donc il a vraiment respiré la confiance aujourd'hui, Yuki Tsunoda, et ça fait plaisir. Je vous avais dit, hein, en Turquie, on avait les prémices d'un retour de Tsunoda au meilleur niveau, à son meilleur niveau et au premier plan. Il a gardé Hamilton derrière lui très longtemps. Il a fait un très très beau début de course en Turquie. Puis il y a l'erreur, et on sentait, comme depuis le début de saison, qu'il fait une erreur, et qu'à ce moment-là, eh ben, il roule crispé, il roule en retrait en essayant de ne pas faire d'erreur, et donc il n'est plus rapide du tout. Et ben aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreur, et ben du coup, il a été vraiment dans le coup toute la course, il fait 9ème. C'est important parce que Gasly, le fer de lance d'AlphaTauri, eh ben, n'a pas marqué de points puisqu'il a abandonné. C'est important parce que les Alpines étaient nulle part ce week-end. Donc si on veut aller chercher la 5ème place du championnat des constructeurs chez AlphaTauri avec 10 points d'écart, c'est possible. Eh ben c'est bien. 2 petits points, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça permet de passer de 12 à 10 points d'écart. Donc c'est important. C'est important. Et maintenant, si AlphaTauri peut commencer à compter sur Tsunoda pour la fin de saison, là, ça va devenir extrêmement intéressant. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut espérer qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, quand je vois en qualif, Tsunoda, bon, bah, il se prend quand même 8 dixièmes par Gasly en Q3, hein, ça va pas le cacher. Il s'est pris des valises quand même voilà, en qualif, mais au moins, il était en Q3. Et donc ça, c'est ce qu'on lui demande maintenant, un petit peu plus régulièrement au pilote japonais. Et au moins en course, encore une fois, c'était solide. Je vais faire un paquet cadeau, hein, Aston et Alpha, parce qu'elles finissent 10 avec Vettel, 11 avec Giovinazzi, 12 avec Stroll, 13 avec Raikkonen. Bon, bah voilà, c'est un petit peu le bazar. C'est le lot, très clairement, ces positions-là, voilà, c'est le lot du milieu de peloton. C'est très clairement le milieu bas, hein, pour ces voitures-là. Bon, c'est Vettel qui marque le dernier point. Quel dommage, cette erreur de Kimi Raikkonen dans les derniers tours. C'est vraiment bête. Mais bon, voilà, il n'y a rien eu d'étincelant, encore une fois, et moi, ça me fait de la peine en fait pour les pilotes Aston surtout, qui doivent vraiment se battre avec une voiture qui était très performante l'an dernier et qui n'est plus tout cette année. Alfa Romeo, ils ont l'habitude évidemment. Quand même c'est con, j'aurais bien aimé un petit point voilà, ici quand même à Austin, ce serait bien qu'il aille chercher au moins une ou deux arrivées dans les points avant la fin de saison et avant la fin de sa carrière en Formule 1, on vous le rappelle. Mais bon, voilà, Alpha, Aston, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, très clairement, c'est pas la folie. Stroll n'est pas aidé très clairement avec son accrochage au départ avec Nicolas Latifi, parce qu'il se retrouve quand même en tête à queue au premier virage, donc ça n'est pas pratique, très clairement pour lui, mais bon voilà, après c'était pas... course incroyable, rassurez-vous, je suis en train de vous dire, vous allez me dire, mais il est complètement con, il est en train de me dire qu'Alfa Romeo n'a pas fait une course. Si, il y a eu des choses extraordinaires, mais je parlerai de ça quand on arrivera au pilote qui a abandonné, bien évidemment, vous inquiétez pas. Faut pas croire que je vais passer cela sous silence. La casquette est bien prête, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, dans la bataille Alpha-Aston, il n'y avait pas grand-chose. 14 et 15 des Williams, voilà, Russell Latifi. Très beau départ de George Russell. Il partait dernier puisqu'il avait été pénalisé pour changement de moteur. Il remonte à la 14e place dès le départ. C'est extraordinaire ce qu'il fait là. George Russell, superbe départ. Après, évidemment, elle n'avait pas le rythme, les Williams. Elle rentre un peu dans le rang depuis quelques courses quand même si ça fait... C'est rentré dans le rang, mais c'est positif pour Williams, parce qu'elle n'y était pas du tout dans le rang en 2019, elle se rapprochait du rang en 2020, et elle faisait des superbes perfs cette année. Là, elle rentre un petit peu dans le rang, et elle se retrouve dans le milieu de peloton, et vers la fin du milieu de peloton, mais au moins elles sont à la lutte, quoi. Elles peuvent un peu se bagarrer, donc c'est plutôt chouette. Xoan, je suis d'accord avec toi, effectivement, Kimi a fait une Giovinazzi aujourd'hui, hein, il craque, il vendange des points, un point en l'occurrence pour son équipe. C'est vrai que c'est plutôt Antonio Giovinazzi qui nous a habitués à ça ces derniers temps. Chez As, Schumacher, rien à dire comme d'habitude.
Nikita Mazepin, moi je suis désolé, oh lol, c'est plus Mazespin, c'est Mazeslow. Non, parce que là, il va falloir qu'on... Enfin, c'est plus possible. Alors oui, en qualif, il arrive à sortir un tour, et il se retrouve pas trop loin de Schumacher, mais à part ça, c'est hier quand même le tour de qualif qu'il fait en Q1. Le dernier tour, c'est son premier tour de la journée en moins de 2 minutes, hein, donc faut quand même voir le niveau du bonhomme. Aujourd'hui, il se prend une valise, mais c'est un truc, il peut partir faire le tour du monde, et il a assez de... Il a assez de vêtements pour toute la durée du truc, c'est incroyable. C'est plus une valise, c'est un magasin de vêtements qui s'est pris aujourd'hui par rapport à Schumacher. Mazepin, il n'y a rien du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a plus rien. Au moins, il casse plus de carbone, mais il est nulle part en termes de rythme. Donc j'ai très peur pour lui sur les autres courses. Alors on arrive évidemment sur des circuits qu'il n'a pas connus en F2. Ça risque d'être compliqué pour le pilote russe, très clair. Et puis nous avons eu 3 abandons aujourd'hui, et donc on va évidemment les évoquer. À commencer par le meilleur de tous les abandons, bien sûr. Ah là là là, la casquette de la mauvaise foi, elle est nécessaire. Bon, Fernando Alonso, il s'est battu. Il s'est battu. Mais alors, par contre, enfin, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, j'ai répondu à la question de Fricka d'avant. Il apporte combien à Haas cette année, Mazepin? Beaucoup, beaucoup. Hein. Je rappelle que l'équipe Haas, c'est quasiment... Enfin, voilà, il y a toujours des possibilités qu'elle se fasse racheter par le père de Mazepin. Donc, c'est plus que juste ramener de l'argent. C'est carrément peut-être racheter l'équipe. Bon, alors, Fernando Alonso... bon, effectivement, ça se bagarre. Alors, moi je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un concours de mauvaise foi pendant toute la course. C'est extraordinaire. Il pousse Raikkonen hors piste. Alors, il le pousse. Donc, pas... En fait, il y a une différence entre... Attendez, on va plutôt mettre la casquette. Il y a une différence entre pousser et faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que pousser, pour moi, il y a une action vers l'extérieur. Donc là, il fait juste que prendre une trajectoire large. Mais donc, il faut à Raikkonen dehors. Il se plaint que Raikkonen le dépasse. Cela dit, Raikkonen tire totalement avantage de ce qu'il fait, de sortir large comme ça, donc je peux comprendre. Derrière, on a évidemment Alonso qui vend du rêve à la radio, qui dit non mais qu'est-ce qu'il fait encore devant, machin, il faut qu'il me rende la position, machin, mais qu'est-ce que fait Michael Masi, qu'est-ce que fait la FIA tout ça pour que... Et en fait, ce qui est formidable, c'est que Alonso voit ça, et ça active tout de suite le mode mauvaise foi qui dit ah d'accord, il n'y a pas de problème, il a le droit, on va faire pire. Et alors, il commence à faire des dépassements, des trucs sur Giovinazzi, des machins. Enfin, c'était extraordinaire à suivre. C'était n'importe quoi. Ça abandonne malheureusement Alonso sur le problème d'aileron. Mais de toute façon, les Alpines étaient nulle part ce week-end. Donc ça, c'est quand même dommage. Et c'est embêtant. Et c'est pas de bonne augure pour le reste de la saison. On espère par contre voilà, que Austin était un circuit particulier. Les bosses, tout ça, c'est assez étonnant et assez particulier. Mais il m'a vendu du rêve encore Alonso parce que voilà, c'est ce côté, il est insupportable. C'est vraiment... Vous savez, c'est ce genre de mec qui va vouloir absolument faire remarquer toutes les incohérences dans le système. De toute façon, on le sait, hein, quand il dit, bah oui, enfin... C'est-à-dire que ce que j'adore, c'est cette manière de, par exemple, dire, oui, mais voilà, on sait, les Anglais, par exemple, selon ta nationalité, t'as moins de pénalité. C'est d'ailleurs pour ça que moi, Alonso, qui ne suis pas anglais, j'ai complètement coupé le garage 2 en Russie, on m'a pas mis de pénalité, c'est complètement ce que je veux dire. Mais il va toujours à l'inverse de ce qu'il dit, là c'est pareil, quoi. Il dit, oh bah Raikkonen, il va me laisser à la place, c'est pour ça que je vais dépasser Giovinazzi en passant par le centre-ville d'Austin, voilà. C'est ce genre de truc. Moi je kiffe, mais d'un côté, voilà, je comprends que ce soit insupportable, et voilà, mais c'est le personnage aussi, et ça montre quand même, si on est sérieux et si on est sur le côté vraiment positif de ce qui s'est passé aujourd'hui, ça montre qu'il a encore faim alors qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à faire avec cette Alpine. Il a encore faim, il a envie, et c'est de bonne augure pour l'an prochain si la voiture est bonne. Il faut que la voiture soit bonne l'an prochain. Esteban Ocon qui abandonne également, un double abandon chez Alpine. Voilà, bon, problème évidemment avec ce contact avec une Alfa Romeo en début de course. La chance d'ailleurs au niveau de l'Alfa de ne pas avoir de crevaison, donc il va s'arrêter très tôt. Voilà, sa course est un petit peu ruinée. C'est vrai qu'il se fait un petit peu. Il se fait mettre dehors un petit peu par Latifi, mais Latifi sortait des stands, et voilà. J'avais lu sur Twitter quelqu'un disant oui, Latifi il sort des stands, il se gare sur la trajectoire. Bah, écoute, il prend sa trajectoire, voilà. Après, il a peut-être pas forcément vu Ocon avec les rétros, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est pas un week-end extraordinairement intéressant pour Alpine. Et puis l'abandon aussi de Pierre Gasly, donc en début de course, problème de suspension pour Pierre. Voilà, donc ça, c'est vraiment dommage.
même si c'était pas un week-end extraordinaire pour AlphaTauri, mais c'est vrai que s'il pouvait finir dans les points, ça aurait encore plus resserré l'écart entre Alpine et AlphaTauri. Donc au niveau du championnat du monde, on vous rappelle 287 points et demi pour Verstappen, 275 et demi pour Hamilton, Valtteri Bottas est 3e avec 185 points, Perez 4e avec 150, un point d'avance maintenant sur Lando Norris, donc ça y est, on a les 4 pilotes des top teams vraiment qui sont aux 4 premières places, Leclerc 6e devant Sainz, Ricciardo 8e, Gasly 9e, Alonso 10e au championnat des constructeurs, c'est donc Mercedes 460 points et demi, Red Bull est à 437 et demi, donc il y a 23 points d'écart entre les deux équipes, rien n'est joué encore. McLaren 3e avec 254 points, Ferrari 4e à 3 points et demi de McLaren. Puis ensuite la BR pour la 5e place, c'est Alpine avec 104 points, AlphaTauri avec 94. Aston Martin est 7e avec 62 points, c'est là ils vont finir la saison, hein, sans trop de surprise. Williams est 8e avec 23 points, 9e place pour Alfa Romeo avec 7 points, 10e place pour As, toujours à 0. Autant vous dire que les places de 7 à 10, normalement, elles ne devraient pas bouger, sauf cataclysme absolu dans les dernières courses. Par contre, les 6 premières places, il devrait y avoir, et pourrait y avoir surtout, du changement. C'est ce qu'on souhaite un petit peu. Bien sûr, prochain Grand Prix, donc on vous le rappelle, le Mexique dans 2 semaines. Les rendez-vous de la semaine, demain soir, hein, c'est demain, attention, lundi 20h30, Grand Prix. On reviendra avec l'équipe de Next Gen Auto sur ce Grand Prix, sur tout ce qui s'est passé également ce week-end d'annexe. Mais voilà, vraiment sur ce Grand Prix, en long, en large et en travers, et avec un petit peu plus d'analyse poussée et une analyse un petit peu plus à froid. On se retrouve aussi jeudi 20h30 pour le Racing Café. 20h30, 21h, on verra, hein, c'est comme la semaine dernière. On parlera donc évidemment de ce Grand Prix et on parlera surtout, on vous consacrera une très large partie de notre émission au titre mondial. Ça fait quand même super plaisir. Le titre de champion du monde remporté par Fabio Quartararo ce dimanche après-midi du côté de Misano. C'est la première fois qu'un pilote français devient champion du monde en MotoGP et même si on va plus loin, en catégorie reine depuis la création du Continental Circus en 1949. Donc vraiment un exploit gigantesque de la part de Fabio Quartararo, champion du monde MotoGP. C'est quand même assez incroyable, cette phrase est formidable et ça fait super plaisir. Donc on en parlera jeudi dans le Racing Café. Bien évidemment, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Bonne nuit tout le monde, à demain pour Grand Prix avec Next Gen Auto. Ciao ciao.